Bonsoir, merci de regarder Espace TV partout dans le monde. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Politiquement Correct. Ce soir, nous ferons une analyse sur l'actualité socio-politique de notre pays, des manifestations répétées, des problèmes d'insécurité, de justice, d'électricité. Bref, la question qu'on se pose, la Guinée va-t-elle mieux avec son pouvoir civil ? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau un ingénieur de formation, Boubacar Bari, aujourd'hui président de l'Union nationale pour le renouveau UNR. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Alors, première question, quelle est votre analyse aujourd'hui sur l'actualité socio-politique de notre pays? Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer peut-être pour la première fois sur votre plateau de télévision. Je suis d'autant plus heureux que c'est Espace FM qui contribue de façon positive à l'animation de la vie politique du pays et à la conscientisation de nos populations aux problèmes qui vivent tous les jours. Donc, comme vous l'avez dit, la Guinée est malade, ça c'est une réalité. Et la préoccupation que nous avons aujourd'hui, c'est de comprendre de quelle maladie souffre la Guinée. Malgré que nous avons aujourd'hui un pouvoir civil. Oui, car cela ne tienne. Au-delà du pouvoir civil, c'est le cadre de vie de notre société qui est aujourd'hui ébranlé à tout point de vue. Et je pense qu'il est important que nous puissions, que ce soit nous les politiques ou les sociologues ou les historiens, que nous puissions trouver des réponses à ces problèmes fondamentaux afin que nous puissions nous donner, ou en tout cas nous tracer une voie qui pourrait contribuer à améliorer le cadre de vie de nos populations. D'accord. Je rappelle que vous êtes membre de l'opposition extra-parlementaire aujourd'hui, qui ne siège pas, mais vous pensez contribuer de votre manière. Est-ce qu'on peut aujourd'hui savoir quelles sont les actions que vous, en tout cas, entreprenez pour changer la donne, parce que ça crie, ça ne va pas. Bon, écoutez, ça ne va pas. Et justement, le rôle des structures politiques autorisées à travailler sur le territoire national est d'apporter des solutions, ou en tout cas des esquisses de solutions aux problèmes courants de la vie pour permettre ou d'améliorer la situation que nous vivons ou de contribuer à l'alternance politique afin d'aider à l'émergence de nouvelles idées, de nouvelles visions et à la création de l'espoir. Je suis membre de la coordination de l'opposition extra-parlementaire, donc comme son nom l'indique, la COEP est une organisation qui se met en place et qui regroupe tous les partis qui ne sont pas au Parlement mais qui sont de l'opposition, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des partis qui ne sont pas au Parlement mais qui sont de la mouvance. Donc nous parlons de partis extra-parlementaires et qui sont spécifiquement de l'opposition. Oui, excusez-moi, à ce niveau, est-ce que ce ne sont pas des partis déçus, des partis qui ne représentent rien dans l'arène politique? Bon, qu'ils soient déçus ou pas, ou qu'ils représentent quelque chose ou pas, à partir du moment où c'est des partis légalement constitués, agréés, conformément au texte réglementaire, c'est des partis qui ont le droit de jouir de leurs prérogatives et d'animer la vie politique. Maintenant, vous savez que le monde il change, les hommes ils changent, l'environnement il change, les partis politiques se créent, ils grandissent au fur et à mesure de l'émergence de leurs idées. Tout ce qu'on vous appelez grands partis aujourd'hui sur l'échiquier politique national sont des partis qui ont plus de 20 ans d'existence. Même si les dirigeants ont changé entre-temps d'un parti à un autre, mais c'est des partis qui ont 20 ans d'existence. Donc pour nous, le caractère fondamental du fonctionnement d'un parti politique repose d'abord sur sa légalité constitutionnelle. Donc tous ces partis sont des partis agréés officiellement et nous essayons justement de réunir nos efforts, de réunir nos moyens, de réunir nos militants pour faire un bloc homogène afin de contribuer à l'animation de la vie politique. À ce niveau, beaucoup d'observateurs estiment que la majorité des leaders de ces partis n'est pas en Guinée, font des voyages de partout dans le monde, alors que pour mieux contribuer dans les débats, il faut résider ici. Qu'en dites-vous? Bon, je sais pas je sais pas comment vous expliquer cela. Il reste bien entendu que une structure politique est aussi appelée à aller apprendre chez les autres, ce qui est positif. Donc le fait de se mouvoir n'enlève en rien les capacités des uns et des autres de participer à la vie publique. Il est vrai que, étant présent sur le terrain, on a plus d'appréhension
par rapport aux problèmes réels de la population que d'appréhension à distance. Mais la plupart des partis composant la COEP sont des partis légalement constitués et dont les structures sont fonctionnelles ici sur le terrain national. Quelles sont vos relations avec l'opposition parlementaire? Est-ce que il y a l'entente entre vous? Parce qu'il y en a qui estiment d'ailleurs que vous lui volez la vedette, cette opposition. Bon, écoutez, hein, la Guinée dispose, je crois, de 150 ou 160 partis politiques avec des doctrines différentes, avec des visions différentes. Nous n'avons pas le monopole de la vérité. Les gens, en fonction de leurs idées, de leurs idéaux et de leurs visions, peuvent se regrouper dans des entités qu'ils dénommeront comme ils voudront. Nous ne sommes pas des adversaires ou des concurrents de qui que ce soit. La loi nous autorise à mettre en place ces structures, puisque la Constitution reconnaît des partis dans le Parlement et des partis en dehors du Parlement. Ceux qui sont au Parlement sont organisés conséquemment, parce que vous savez qu'il y a 2 groupes parlementaires qui se sont constitués, plus un groupe non identifié, qu'on peut appeler les non-alignés, puisqu'ils ne sont pas dans un groupe parlementaire. Vous avez les partis qui sont en dehors. Cet ensemble qui est dedans et dehors forme l'opposition républicaine. Maintenant, il reste bien entendu qu'il faut trouver les formes et les moyens pour harmoniser toutes les démarches pour que l'opposition, telle qu'elle a existé jusqu'à présent, puisse parler d'une seule voix. D'accord, on va rentrer dans le vif du sujet. On sait que selon les accords du 3 juillet, il était prévu que les élections communales et communautaires soient organisées dans le premier trimestre de l'année 2014. Aujourd'hui, nous sommes dans ce mois, c'est-à-dire au mois de mars, plus tard fin mars. Sauf que ça ne bouge pas de ce côté. Quelle est votre appréhension au niveau de l'opposition extra-parlementaire? Bon, écoutez, cela va de soi. Hein. Je pense qu'il ne faut même pas dire qu'il était prévu, puisque à partir du moment où, techniquement et légalement, en prenant en compte les dispositions réglementaires, il n'est pas possible de respecter cette échéance. Bon, il est important que c'est grave ça quand même. C'est des Guinéens qui ont signé ces accords. Oui, bien naturellement, c'est des Guinéens qui ont signé ces accords. Vous savez quelles sont les péripéties que nous avons traversées pour arriver à l'organisation des élections législatives. Et au sortir des élections législatives, vous savez combien de temps l'exécutif a pris, puisque c'était dans les prérogatives de l'exécutif, principalement du président de la République, de convoquer l'Assemblée nationale pour qu'elle puisse être installée. À partir du moment où elle est installée, elle est en droit de prendre les dispositions qu'il faut pour mettre toutes les structures fonctionnelles au sein de l'Assemblée pour qu'elle puisse prendre de l'élan. Au-delà de ces paramètres, on est tombé d'accord lors des accords du 3 juillet sur un certain nombre de points qu'il faudrait mettre en avant de poursuivre le processus des élections dans le pays. Donc aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est qu'on soit en adéquation avec les accords qu'on signe. Il y a un comité de suivi et de veille qui avait été mis en place, qui était chargé de veiller au suivi et à l'application des dispositions contenues dans l'accord du 3 juillet. Ce comité de suivi a été dissous tout de suite après. Donc il faudrait que la classe politique se réunisse à nouveau et que nous puissions nous entendre sur un certain nombre de choses qui permettraient à chacun de pouvoir se préparer pour aller à des compétitions électorales dans l'apaisement, dans la paix et dans la confiance. Mais au niveau de votre groupe, c'est-à-dire l'opposition extra-parlementaire, qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain? Est-ce que vous allez continuer à dénoncer ou vous allez vraiment saisir qui de droit? Parce que c'est quand même grave qu'on ne puisse pas respecter des accords qu'on a signés entre Guinéens, mais surtout s'il y avait la communauté internationale dans ces accords. Oui, mais bien sûr, vous savez que le fonctionnement des partis politiques obéit quand même à un certain nombre de règles et de procédures. La Constitution nous reconnaît des droits. Nous allons utiliser les droits qui sont les plus légaux possibles pour pouvoir amener l'exécutif à créer le cadre de concertation indispensable à l'harmonisation des positions des uns et des autres. Ensuite, faire appel naturellement à nos partenaires internationaux, la communauté internationale qui s'est portée garante de l'accord du 3 juillet pour qu'elle soit en adéquation avec elle-même. C'est des pays démocratiques qui mettent en avant les valeurs de la démocratie. Donc je pense qu'ils doivent être les premiers intéressés à nous aider à avancer dans le processus démocratique qu'ils nous imposent, puisque c'est comme ça qu'il faut le dire, afin que la Guinée se sorte de tous ces dispositifs électoraux et que la Guinée puisse se mettre sur la voie du développement. Mais quel est le lien que vous établissez entre ces élections communales et celles de 2015, c'est-à-dire la présidentielle? Parce que beaucoup estiment que ce sont ces élections locales qui pourront garantir la fiabilité, si on peut l'appeler comme ça, de celle 2015.
Mais ça, c'est tout à fait normal. D'abord, si nous réglons tous les problèmes identifiés dans le dispositif électoral par rapport aux élections législatives, on aura fait un pas. Ensuite, que vous savez que les responsables à la base qui seront élus seront les représentatifs réels du choix de nos populations. Donc ça va favoriser un peu la transparence des élections parce que à ce moment on n'aura pas des personnes désignées comme c'est le cas actuellement par des délégations spéciales, des personnes désignées et qui seront à la solde de l'exécutif pour le suivi, la gestion et le pilotage de tout le processus électoral. Nous voulons que la transparence se fasse le plus possible en ayant comme appui les élus locaux. Donc c'est un peu ça le souci de tout le monde. Justement, que comptez-vous faire concrètement? Parce que vous avez certainement parlé, vous comptez utiliser ce qui est de droit, mais concrètement, qu'allez-vous faire? Est-ce qu'on va laisser passer cette disposition, c'est-à-dire violer les accords? Est-ce que ces élections, vous y croyez réellement que ça va se tenir? Mais il faut bien qu'on fasse les élections. Mais on ne peut pas ne pas faire les élections. Maintenant, c'est à nous, classe politique, opposition, mouvance et communauté internationale confondues, à trouver les voies et moyens pour que ça se fasse le plus rapidement possible. Parce que si nous ne le faisons pas très rapidement en 2014, nous avons les élections présidentielles en 2015. Alors imaginez que ces élections se chevauchent, le contexte n'est pas le même, les paramètres liés aux différentes élections ne sont pas les mêmes, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Il faut bien qu'on sorte de ça et que les élections de 2015 puissent se tenir à la date indiquée. Est-ce que cela ne veut pas dire que ceux qui avaient pensé donner, en tout cas faire ces élections, c'est-à-dire commencer par ces locales et aller ainsi de suite, c'est-à-dire sans renverser la pyramide, n'ont pas aujourd'hui raison? Bon, et pour moi, il n'est même pas important de savoir s'ils ont raison ou pas. Moi, je suis pragmatique, je prends les choses telles qu'elles se présentent sur le terrain. Hein, si nous partions tous par des projections avec le Moussi, nous aurons fait de la Guinée le pays le plus beau d'Afrique. La question n'est plus là, il faut être pragmatique. Nous avons organisé des élections législatives en ne respectant pas d'abord les délais que nous avions prescrits au départ, parce qu'on avait dit que les élections législatives allaient se faire 6 mois après les élections présidentielles. Le retard est de 3 ans, donc il va de soi qu'il va se répercuter sur les autres élections qui vont venir. Maintenant, nous avons un problème, c'est que le temps imparti est très court pour respecter la Constitution et les dispositions de la Constitution. Il faut qu'en 2015, que nous puissions faire l'élection présidentielle. Sinon, nous sommes en porte-à-faux avec la Constitution, puisque la Constitution dit que le mandat du président est de 5 ans. Hein, donc, mais entre l'organisation des élections présidentielles pour 2015 et la période actuelle, il faudrait bien organiser les élections locales. Il faut que la Guinée se sorte de ce processus d'élection qui permet de mettre des organes représentatifs de la nation, représentatifs de nos populations, pour que le pays se mette au travail. Pour vous, cette situation profiterait à qui, M. Barry? Elle ne profite à tout le monde. Elle va contribuer à bloquer davantage le pays, à créer la suspicion, à détruire la confiance davantage et qui risque de mener le pays au chaos. Donc ça ne profite à personne. D'aucuns estiment même aussi que l'opposition a sa partition dans ce retard, parce qu'on se rappelle, lorsque les élections, il y a eu les résultats des élections législatives, c'est-à-dire pour l'Assemblée, il y en a qui hésitaient de vraiment siéger. Est-ce que cela n'a pas contribué aujourd'hui vraiment non, mais pas du tout. Chacun a le droit de prendre la position qui semble être la plus cohérente avec sa vision et ses objectifs. Vous parlez principalement peut-être du PDN. Le PDN a estimé être celui qui a été le plus triché dans le dispositif électoral. Donc s'il décide de ne pas siéger, il ne siège pas. Je me rappelle à l'époque, je crois que du temps du PUP, le RPG n'avait pas participé à des élections législatives ici. Je sais aussi qu'à l'époque, le parti du Premier ministre Jean-Marie Doré avait eu des députés, mais avait refusé de siéger à l'Assemblée nationale. Donc cela ne pose pas de problème par rapport au fonctionnement du pays, si les organes institutionnels sont représentatifs de la nation. C'est ça qui est fondamental. Tout le monde est responsable. L'opposition est responsable, la mouvance est responsable, l'exécutif est responsable. Il faudrait que chacun assume au plus haut niveau ses responsabilités pour que nous soyons d'accord sur un chronogramme et que la communauté internationale, qui est l'arbitre et qui est le garant du respect des accords, puisse aussi jouer son rôle grandement. Qu'est-ce que la communauté internationale dit aujourd'hui par rapport à ces élections ? Vous l'avez saisi ? Personne n'en parle. On n'a même pas besoin de leur saisir à partir du moment où ils sont partie prenante des accords. Ils ont signé les accords eux-mêmes.
Ok. À partir du moment où ils sont partie prenante, ils ont fait des observations par rapport aux élections, ils ont ressorti des anomalies. Je crois qu'il faut être en adéquation avec soi-même. S'ils ont contribué à ce que l'élection législative se passe dans la paix, je ne dirais pas dans la transparence parce que je mets le mot entre griffes, mais que ça se passe dans la paix, ils doivent avoir le devoir d'accompagner le processus jusqu'à son terme. Oui, il faut qu'ils jouent là. Oui, mais à ce niveau, les nationaux doivent beaucoup se battre quand même, M. Barry. Mais naturellement, on a dit arbitre. Quand on a un contentieux dans un environnement donné, avec l'arbitrage déjà défini, nous nous retournons tous vers l'arbitre pour qu'il nous aide à la cohérence de nos approches. C'est pourquoi je dis que la communauté internationale a un rôle important à jouer. Elle a joué un rôle dans le processus de transition, après la prise du pouvoir par les militaires. Elle a joué un rôle avec le groupe de contact international au processus de transition. Elle a joué un rôle dans le dispositif technique et politique mis en place pour aboutir aux élections législatives. Elle a le devoir de continuer ce rôle pour terminer le processus électoral dans les élections communautaires et communales et les élections présidentielles de 2015. À ce niveau, l'importance d'être vraiment indépendant, vous ne semblez pas être vraiment trop demandé, je veux dire. Mais on va demander, comment trop demander? C'est la communauté internationale qui finance à hauteur de 80% notre processus électoral. Mais comment vous voulez parler d'indépendance? Puis c'est les arbitres. La Guinée n'est pas une planète à part. La Guinée fait partie du concert des nations. Et la Guinée est obligée d'aller chercher l'expérience chez les autres, demander l'appui des autres pour qu'ils nous accompagnent dans un processus que nous voulons. Non, mais il y a des pays qui n'ont pas besoin qu'ils soient assistés quand même. Non, mais comparaison n'est pas raison. Est-ce que nous avons le même niveau d'institutionnalisation que ces pays-là? Est-ce que nous avons le même niveau d'organisation que ces pays-là? Il faut ouvrir les yeux quand même et regarder. On ne peut pas se comparer au Sénégal. Le Sénégal a une culture démocratique qui date de très longtemps. Okay. Nous ne pouvons pas aujourd'hui se comparer au Ghana parce que la culture démocratique a été acquise. Un pays comme le Mali, la culture démocratique a été acquise. La Guinée est en train d'évoluer comme ces pays-là pour ancrer dans ses mœurs et dans ses habitudes la culture démocratique pour que les mutations, pour que les alternances puissent se faire dans la paix et la tranquillité. D'accord. Vous parlez de budget. On sait que pour effectuer toute élection, il faut un budget, sauf qu'il n'y a pas eu de budgétisation, si on peut l'appeler comme ça, pour ces élections communales. On a parcouru quand même le budget 2014, ça ne figure pas. Quelle est votre réaction? Mais écoutez, nous étions d'accord sur un dispositif. Les accords ont défini un certain nombre de prérogatives qui n'ont pas été réglées. Comment voulez-vous que les gens budgétisent quelque chose en ne sachant pas les tenants et les aboutissants de cette chose? Moi, je dis que si nous tombons tous d'accord sur tous les éléments constitutifs du programme électoral que nous allons faire, mais la loi autorise l'exécutif à convoquer de façon extraordinaire l'Assemblée nationale et à être saisi d'un projet de loi relatif à cette question et que ça soit discuté et voté. Donc pour moi, ce n'est pas spécifique au projet de budget, puisqu'il y a des possibilités d'introduire des lois pour le projet de budget rectificatif, et à tout moment, ce sont ce qu'on appelle des assemblées extraordinaires pour pouvoir régler le problème. Maintenant, est-ce que l'exécutif est dans la bonne foi pour aller dans ce sens ou pas? Ça, c'est la question qu'il faut... Là, je vous pose cette question. Est-ce que vous pensez que l'exécutif a vraiment... Pour le moment, aucun signe. Pour le moment, aucun signe marquant n'indique que l'exécutif est dans ce dispositif. Maintenant, c'est pourquoi je vous ai dit, je ne sais pas, le retard... est favorable pour qui? Est-ce que c'est favorable pour l'exécutif? Est-ce que c'est favorable pour l'opposition? Ce que je sais et ce dont je suis conscient, j'ai dit que tout retard électoral aujourd'hui avec tous les paramètres sociaux que nous connaissons risque de créer des problèmes incontrôlables pour le pays. Voilà, on va parler de ces manifestations, multiples manifestations, que certainement, étant leader d'un parti politique, vous avez vécu de proximité ou bien à distance, des manifestations qui secouent Conakry partout. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à tout cela? Mais écoutez, c'est le phénomène de la vie. Hein. Les gens sont dans des difficultés économiques énormes, difficultés sociales énormes. La politique politicienne a conduit à diviser les populations dans les esprits par ces concepts communautaristes qui ne disent pas leur nom. Et donc c'est normal que quand le peuple est exacerbé par un certain nombre de difficultés, qu'il puisse réagir. Et la meilleure façon
pour les populations que vous connaissez, que nous connaissons, de réagir, c'est de sortir dans la rue et exprimer la colère. Et ça, c'est la responsabilité incombe à ceux qui dirigent le pays. Sauf que dans ces manifestations, pour une fois, nous retrouvons les femmes qui revendiquent ce problème d'eau. Qu'est-ce que cela vous inspire réellement? Oui, ben, cela est tout à fait normal. Hein. Vous savez que les femmes sont les acteurs principaux de la vie de notre société. C'est elles qui pratiquement contrôlent toute l'activité domestique dans nos familles. Et c'est elles qui se battent jour et nuit pour pouvoir nourrir et éduquer les enfants. Et vous savez bien qu'on ne peut pas vivre sans de l'eau. Donc quand les gens arrivent à un certain niveau de dégradation de leur vie, ils sont obligés de réagir. Et quand ce sont nos mamans qui sortent dans la rue, ça devient très très grave. Ça veut dire que la ligne rouge a été dépassée. Hein, parce que je crois, dans mes souvenirs, c'est la première fois que, depuis en tout cas que j'ai la capacité d'observer et d'analyser, c'est la première fois que je vois les femmes sortir dans les rues pour réclamer de l'eau. On va parler d'électricité. Vous avez été un ministre de la transition au temps du capitaine Moussa Dadis, on se rappelle. À l'époque, quand même, vous avez pu régler un certain nombre de délestages, même si, voilà, au jour d'aujourd'hui, on sait que ça manquait quand même d'entretien. Pour vous, c'est quoi la solution à l'électricité ? Bon, les solutions, les problèmes sont multiples. C'est des problèmes institutionnels, des problèmes d'organisation, des problèmes de programmation, des problèmes de vision. Bon, nous avions réussi plutôt à l'époque à régler un certain nombre de problèmes liés à la fourniture d'électricité par l'intervention de l'État dans les équipements, la rénovation et la mise en route des équipements chargés de produire l'électricité. Je me rappelle à l'époque qu'il y a eu des rénovations au barrage de Grandes Chutes et puis il y a eu des rénovations sur la centrale de Tombeau 5 et Tombeau 4, je crois. Et aussi des interventions sur les réseaux, sur les postes de distribution qui ont fait que nous avons pu améliorer la desserte en électricité, aussi la desserte en eau, parce que nous avions pu quand même réhabiliter certains réservoirs. Nous avions augmenté la capacité de production par l'ouverture ou la finition du projet Yesulu 3, je crois, qui était financé par le Japon. Nous avons eu l'idée de mettre la station de pompage au lac de Sonfonia, qui produit, je crois, aujourd'hui 20 000 mètres cubes jour. Avec des forages dans pas mal de quartiers. Qui alimente le réservoir principal de Sonfonia, et qui par conséquent, par gravitation, alimente les quartiers avoisinants. Donc il y avait des solutions, hein. Il y avait une réflexion qui se faisait en collaboration avec les services de la SEG et de l'EDG, ce qui a permis d'améliorer la desserte. La desserte. Maintenant, vous savez aussi que tout ça demande des moyens, demande de l'entretien. Bon, l'État faisait un effort énorme avec la vigueur et la détermination. Est-ce que vous pensez que ce gouvernement que nous avons aujourd'hui, excusez-moi, est-ce que vous pensez que ce gouvernement que nous avons aujourd'hui manque de moyens? Non, je ne peux pas dire qu'il manque de moyens. À partir du moment où je lis partout qu'on a injecté des centaines de millions de dollars dans le secteur énergétique, j'ai vu à Tombeau la démolition de Tombeau 1, l'installation de groupes électrogènes de grosse capacité. Je crois que c'est des machines de 10 MW et tout. Bon, je crois qu'il y a eu un problème d'adéquation technique par rapport au choix du matériel, à la nature du matériel. Donc il y a incompatibilité entre ces différents équipements et les cellules qui sont présentées, qui font que les équipements sont là mais ils ne peuvent pas produire du courant. Sans compter que les réseaux posent énormément de problèmes. C'est des diagnostics qui avaient été faits il y a très longtemps. Donc il y a un travail d'ensemble à faire. Donc je ne dis pas que c'est un manque de moyens. Je pense qu'il y a une question d'inadéquation entre la mise à disposition des moyens dans l'urgence et effectivement le travail à faire techniquement sur le terrain pour améliorer la desserte en électricité. D'accord. Bon, sans compter que les populations aussi sont à l'écoute. Hein. Les pouvoirs publics ont promis de donner le courant aux populations 6 mois après. Ouais. Et si 6 mois après, ils n'ont pas les promesses qui sont respectées, naturellement, les gens ils peuvent réagir comme ils réagissent actuellement. Ouais, il y a eu des gros moyens investis pour, en tout cas, venir en aide à ces populations, on s'en souvient. Mais aujourd'hui, presque rien n'en a été par rapport à ce gros investissement vraiment qui a été effectué. Alors que si c'est dans les autres pays, il y a la justice quand même qui pourrait poursuivre les concernés. Bon, pour moi, c'est deux choses différentes. L'aspect technique en est une autre. La gestion
des fonds mis à la disposition des structures chargées de piloter ce type de programme, c'en est une autre. Je dis que nous avons des problèmes concrets, il faut expliquer aux gens. Aujourd'hui, on est en train de passer les messages en disant oui, Caleta va finir en 2015, on va régler le problème d'électricité, mais Caleta ne produira que 240 MW, pas plus. Et nous avons des accords internationaux avec les organismes dans lesquels nous sommes, OMVG, OMVS, où nous devons retrocéder, je crois, 30% de la production d'énergie de Caleta à ces pays. Donc si vous enlevez 30% de 240, vous avez à peu près 60 à 70 MW qui vont partir sur les deux autres pays. Et ces 70 MW moins les 240 vous ramènent à 160 MW. Est-ce que 160 MW plus le parc de production existant en thermique et en hydraulique serait suffisant pour répondre aux besoins d'une ville comme Conakry et des autres villes? Parce que je ne suis pas sans savoir que le réseau est un réseau interconnecté. Garafiri est connecté aux Grandes Chutes, donc ça alimente la baie avec King Kong, ça alimente la baie, Pita, Dalaba, Conakry, Kindia, Doubreka, Forêt-Caria, Bofa, ainsi de suite. Et certes, Conakry est la capitale, donc Conakry doit avoir disons, des prérogatives un peu plus importantes que les autres, mais la Guinée est une et indivisible. Si nous devons améliorer le cadre de vie des Guinéens, ce n'est pas le cadre de vie de Conakry seulement, c'est le cadre de vie de l'ensemble de la Guinée. Donc il faut bien se poser des questions et faire attention en disant que Caleta va régler tous les problèmes de la Guinée. Ça, parlant de la justice, poursuivre les acteurs qui sont à la base de tout ce investissement. C'est le minimum de règles. Un pays qui n'a pas de justice, c'est un pays déséquilibré qui ne peut pas avancer. On ne peut pas comprendre qu'on mette 150, 200 millions de dollars, 300 millions de dollars dans un programme, que le programme n'arrive pas à donner des résultats escomptés et qu'on n'aille pas chercher à savoir pourquoi. Si c'est des malversations financières qui s'avèrent après avoir fait le point de la situation, il faut sanctionner les gens puisque la loi le prévoit comme ça. Si c'est des problèmes techniques, réfléchir aux meilleurs moyens et faire appel à ceux qui ont le plus d'expertise possible pour nous aider à améliorer ce système. Et pour beaucoup d'observateurs, le pire, c'est que le premier responsable de ce département, c'est-à-dire le ministre en charge de l'énergie, se retrouve aujourd'hui comme conseiller au niveau de la présidence. Bon, écoutez, ça c'est un autre aspect des choses. Vous avez suivi tout ce qui a été fait dans le cadre de l'investissement du secteur de l'électricité. Est-ce que ça a obéi à un respect des procédures administratives? Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres? Est-ce que ce programme a été mis en concurrence avec des structures techniques bien expérimentées pour nous aider à apporter des solutions à ce programme? Donc il faut regarder un peu dans les détails comment tout ça a été monté, comment ça a été passé, comment les marchés ont été passés. Si les marchés sont passés de gré à gré, moi je ne vois pas la responsabilité d'un ministre, sauf si c'est le ministre lui-même qui a passé les marchés de gré à gré. À ce moment, il faut, comme on a dit, faire les enquêtes qu'il faut. L'État a des structures chargées de veiller au bon fonctionnement et au bon respect des procédures. L'inspection d'État existe. C'est de saisir les structures de l'État chargées de vérifier tout ça pour faire la lumière. L'actuel gouvernement promet de sortir les audits des anciens premiers ministres. Est-ce que vous croyez à cette annonce? Est-ce que ça devrait être à la une, selon vous? Bon, écoutez, les audits, s'ils veulent publier les audits, ils ont le droit de publier les audits. J'ai entendu ça à plusieurs reprises. Pour le moment, je n'ai pas vu des audits publiés. Bon, moi je dirais que peut-être... c'est les termes utilisés qui me gênent un peu quand on dit audit des premiers ministres. Le Premier ministre était chef de gouvernement, c'est l'audit d'équipes gouvernementaux qui ont travaillé. La plupart des premiers ministres dont on parle étaient des premiers ministres du président général Lansana Conté. Donc si on veut auditer, c'est la période de Conté qu'il faut auditer. Et peut-être ne pas se limiter à ça, auditer ce qui s'est fait avant et ce qui s'est fait après Conté. D'accord. On va ensemble analyser. On sait que cette semaine, le président a assisté à l'inauguration d'un hôtel 5 étoiles de la place. En tout cas, cette cérémonie, le président a surpris plus d'un. Il dit qu'il ne s'intéresse pas à 2015. On sait que 2015, c'est la présidentielle. Comment analysez-vous cette phrase du président? Il dit, en tout cas, il interpelle tous ses ministres, c'est-à-dire de mieux travailler pour qu'il y ait des traces en 2020-2025. Ah ouais, mais pour qu'il y ait 2025-2020, il faut d'abord qu'il y ait 2015.
Et si le président ne s'intéresse pas à 2015, c'est très grave, hein, parce que ça veut dire que peut-être qu'il est prêt à passer la main à 2015 pour que la Guinée puisse évoluer. Ce serait tant mieux. Hein. Nous cherchons l'alternance politique dans la démocratie, dans la paix, dans l'apaisement. Il est vrai que le gouvernement a beaucoup de problèmes aujourd'hui à montrer aux populations des résultats concrets, des actions annoncées ou des actions faites sur le terrain. Donc moi je serais enchanté si le président n'est pas intéressé pour 2015. Vraiment, nous serons très très ravis qu'il puisse conduire la mission que le peuple lui a confiée jusqu'en décembre 2015 et qu'il passe la main. D'accord. Vous parlez d'alternance. Il y a beaucoup de partis politiques dans l'arène politique aujourd'hui en Guinée. Comment est-ce que cela pourrait se faire? Déjà, il y en a qui annoncent, il y a beaucoup qui estiment le mieux serait d'aller en une seule partie, c'est-à-dire avec une candidature unique. Bon, vous savez, ça, c'est des questions de stratégie. Est-ce que cela est expérimentable à ce niveau aujourd'hui? Vous savez, tout ça, c'est des questions de stratégie. Les gens sont forts de leur ego. Chacun pense que c'est lui qui a la clé de la Guinée. Chacun pense que c'est lui qui est le mieux implanté, qui a le plus de militants. Bon, si nous partons sur les valeurs démocratiques et sur l'expression populaire de nos populations, c'est sûr qu'en favorisant une candidature unique, donc en reportant les voix des uns et des autres sur une candidature unique, il risque bien de favoriser l'alternance. Maintenant, si on va en disperser, naturellement, on va éparpiller l'électorat, dit électorat de l'opposition, et cela posera problème, probablement. Mais ça, c'est des réflexions qui se font au sein des partis politiques. Et aussi, il faut savoir comment les gens vont faire pour pouvoir s'effacer les uns pour les autres. Hein, parce que, comme je vous l'ai dit, chacun croit que c'est lui qui a la clé pour la Guinée. Et pour Boubacar Bari, qui pourrait incarner cette candidature unique au niveau de l'opposition? Je n'en sais absolument rien pour le moment. Vous connaissez quand même J'aurais souhaité que la Guinée passe ce cap, que nos anciens acceptent de rentrer dans l'histoire par la grande porte, en essayant d'identifier une nouvelle image pour la Guinée, un nouveau leader, qu'ils accepteraient de soutenir, d'accompagner pour qu'ils favorisent l'alternance, surtout l'alternance générationnelle. Vous connaissez presque tous les leaders aujourd'hui, des indices quand même, qui pourraient incarner vraiment. Ne me faites pas aller sur ce jeu parce que je risque d'être mal compris ou mal interprété. Ouais. Donc je préfère laisser que la réflexion se développe au sein de l'opposition et qu'au moment où nous serons plus ou moins tous d'accord sur un schéma, que je puisse vous l'annoncer officiellement. D'accord. Pour avoir des élections bien organisées, crédibles, il faut vraiment une institution, et on connaît aujourd'hui les limites de cette CENI, même si avec ces accords de 3 juillet, il y a eu beaucoup de changements, mais le dossier Waymark reste toujours. Quelle est votre analyse par rapport à cela? Bon, vous savez que les accords du 3 juillet ont été clairs. Hein? Nous allons avec Waymark pour les élections législatives et après, un appel d'offres international sera lancé pour le choix d'un nouvel opérateur chargé de revoir le fichier électoral, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, nous avons la chance, quand même, d'avoir maintenant une Assemblée nationale représentative du peuple. Il serait intéressant que l'Assemblée nationale se saisisse